D'être parmi nous. Vous avez écrit dans votre livre, attendez, vous permettez 2 minutes, vous en avez écrit plusieurs, que j'ai lus, et que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt, je vous les recommande. L'avant-dernier, Tous sans tort, nous allons en parler dans un instant, et cela concerne les entreprises, et Créer des ponts entre les mondes, c'est le tout dernier livre de Gabriel, je vous le recommande également. Vous allez voir, c'est un voyage que l'on fait au cœur de vos entreprises. Qui est Gabrielle Alperne? Eh bien, Gabrielle Alperne est d'abord une docteure en philosophie. Par ailleurs, elle a fait l'école normale supérieure, elle a travaillé dans des cabinets ministériels, elle a également été dans la codirection d'un incubateur de start-up, elle conseille des entreprises, elle conseille des institutions publiques. Et quand on vous voit arriver, Gabrielle, alors vous dites, justement, je voulais sur votre tenue, vous dites dans votre livre, non, mais je suis toujours en kilt. Et effectivement, n'entendez pas moins, d'autant que vous arriviez de Londres. Quand on voit arriver une philosophe, et que ce sont des chefs d'entreprise, on se dit qu'avez-vous à partager, finalement, parce que vous êtes dans le monde des idées, disons, c'est l'intuition que l'on peut en avoir, ou l'idée reçue, tandis qu'ici, on bosse dans le réel, dans le dur. Vous êtes vraisemblablement pas la seule philosophe à vous être interrogée sur votre propre rôle, mais comment le définissez-vous? Bonjour à tous, tout d'abord, et merci infiniment pour votre invitation. Je suis très heureuse et très honorée d'être devant vous ce matin. Alors c'est intéressant ce que vous dites par rapport à cette vision du philosophe. Effectivement, on a tendance à se dire, bon, à quoi servent les philosophes? Ils sont dans le monde confortable des idées, ils parlent d'une manière extrêmement abstraite, ils ne savent pas ce que c'est que la réalité. Donc effectivement, que pourraient-ils apporter à la société? Alors c'est vrai que cette image, malheureusement, elle est due à beaucoup de philosophes qui, effectivement, pendant trop longtemps se sont enfermés dans le monde confortable des idées, alors que, pour le coup, si l'on veut penser le monde avec justesse, il faut aller dans le monde. Et en tout cas, moi, c'est vraiment mon combat, en tout cas ma conception, ma conviction, s'agissant du rôle du philosophe. Voilà, ne surtout pas être dans le monde des idées, être dans le réel, passer autant de temps à lire, méditer Aristote, Hannah Arendt, qui a parlé avec un agriculteur, avec un start-upper, avec une aide-soignante, avec l'élu rural d'un petit village, voilà, parce que le réel, ce sont eux. Et encore une fois, si l'on veut avoir un propos et une pensée juste de la société, du monde, de la vie, eh bien, il faut aller dans le monde. C'est ce que vous avez fait. Vous avez fait dans ce livre « Créer des ponts entre les mondes ». Quel est le voyage que vous avez fait? Décrivez-nous quelques étapes. Alors, vous l'avez effectivement un petit peu décrit. C'est vrai que quand vous avez décrit mon parcours, certains d'entre vous se sont peut-être dit, mais alors c'est étrange parce que bon, philosophe, mais en même temps cabinet ministériel, elle a co-dirigé un incubateur de start-up, enfin c'est un petit peu hybride tout ça. Alors justement, l'hybridation, c'est mon grand thème de recherche en philosophie depuis près de 15 ans maintenant. Mais en tout cas, disons que cet itinéraire, c'est une quête, une forme un peu de parcours initiatique. Voilà. Quand je suis arrivée à l'école normale supérieure, on était en 2008, crise financière, le monde s'écroulait autour de nous. Et tout le monde me disait, bon, le monde s'écroule, on n'a pas besoin de philosophes. Alors c'était une phrase qui m'énervait beaucoup. Et en même temps, quand je regardais autour de moi, on nous faisait faire des commentaires de texte de Descartes et de Spinoza toute la journée. Et je me disais, c'est sûr que si c'est ça, le rôle du philosophe dans la cité, c'est un peu court. Et je comprends pourquoi les gens ont autant de préjugés sur les philosophes, finalement. Et donc, une forme de question, d'interrogation s'est créée en moi, se dire, où est son rôle? Dans quel monde peut-il éventuellement avoir une utilité? D'où ce parcours. Donc effectivement, voilà, monde académique, le monde politique, où effectivement j'ai travaillé dans différents cabinets ministériels, notamment chargés de la prospective et des discours, et notamment au cabinet du ministre de l'économie et des finances. J'ai co-dirigé un incubateur de start-up. Je me suis d'ailleurs même aussi intéressée au monde religieux, puisque je suis partie vivre 1 an à Jérusalem pour étudier la Bible. Si on veut connaître l'être humain, il faut comprendre aussi son besoin de rites, de sacré. Enfin, voilà, on n'a pas tout compris de l'être humain si on ne comprend pas aussi cette part-là. Donc d'où effectivement cette quête. Et au sortir de cette quête, je dirais que finalement, le rôle du philosophe, il n'est pas dans un monde ou dans un autre. Son rôle, sa vocation, sa mission, c'est vraiment de créer des ponts entre les mondes et de rendre leur dialogue possible. Parce que c'est ça ce qui m'a peut-être le plus interpellée dans ce parcours initiatique, c'est que dans chaque monde que j'ai pu traverser, en fait, ces préjugés effroyables
que l'on peut avoir par rapport au monde de l'autre. Nous nous méconnaissons. Et ces préjugés, si souvent, se transforment en mépris. Et donc, il y a urgence, effectivement, à créer, à recréer ces ponts entre les mondes. Cette question, peut-on avoir confiance dans l'inconnu? Elle peut se lire de deux manières, parce que l'inconnu, c'est à la fois ce que l'on ne connaît pas, les scénarios de demain. On n'est pas tous devins, donc voilà, les scénarios de demain. Mais l'inconnu, c'est aussi ce que l'on méconnaît, ce que l'on ignore, son voisin que l'on ne veut pas essayer de comprendre, un métier, un monde, une culture. Enfin, voilà, ce sont toutes ces choses que l'on méconnaît par manque de curiosité, par paresse aussi, ou parfois par dogmatisme. Merci beaucoup. J'avais posé une toute petite question juste sur le parcours. Non, mais c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Il y a plein de choses que nous allons ouvrir. J'aimerais qu'on s'attarde d'abord à Jérusalem, parce que vous partez à Jérusalem, vous partez étudier les textes sacrés, mais vous faites surtout une rencontre avec un rabbin du XVIe siècle, c'est-à-dire avec une nouvelle méthode de pouvoir mieux penser avec l'autre, grâce à l'autre, dans une controverse extrêmement bienveillante et exigeante et qui amène sur une vérité partagée. C'est ça que vous découvrez, entre autres? Oui, alors... la controverse, la conversation poivrée. Voilà, un art de la controverse. Disons qu'en fait, comme un certain nombre d'entre vous, quand on étudie la philosophie en classe de terminale, on étudie les dialogues de Platon, Socrate, qui posent des questions à ses interlocuteurs, mais parfois on a l'impression que ces questions sont un peu gratuites. Voilà. Est-ce que le laid est le contraire du beau? Bon, oui. Bon. Donc une question qui est un peu gratuite. Ce sont un peu ces sommes de questions, et je me disais finalement, est-ce que cet art du dialogue, est-ce que c'est résume la conversation possible avec l'autre, ou est-ce qu'il n'y a pas peut-être une autre manière de rencontrer l'autre? Effectivement, c'est vrai que à Jérusalem, j'ai vécu une expérience là aussi un petit peu hybride, puisque le jour, j'étudiais donc dans un contexte, en tout cas j'étudiais les textes, et notamment dans un contexte talmudique, donc des textes plutôt juifs, et la nuit, je dormais dans un couvent parmi des sœurs religieuses, et donc effectivement, ce pied dans plusieurs mondes, effectivement, était déjà de ce point de vue-là une expérience intéressante. Je reviens sur cet art de la controverse. C'était à la fois une rencontre entre les générations. Il y avait des jeunes qui avaient 20 ans, moi j'avais 20 ans à l'époque, des personnes qui avaient plutôt 40 ans, et puis des personnes qui avaient plutôt 70, 80 ans. Et donc on était tous mélangés, et puis toutes les cultures, puisque finalement il y avait un Brésilien, un Chinois, un Allemand, un Américain. Voilà, donc c'était une sorte de tour de Babel. Et effectivement, les dialogues, l'étude des textes se faisait toujours à deux par deux, avec parfois quelqu'un qui était d'un niveau supérieur ou parfois d'un niveau inférieur en termes de connaissances. Et donc, il y avait une forme d'asymétrie qui, du coup, était une sorte de déséquilibre permanent, mais qui, du coup, oblige à se remettre en question. Et ce qui m'a plu, justement, dans cette manière de dialoguer avec l'autre, c'est que personne ne détenait la vérité. D'ailleurs, la vérité n'existe pas. En fait, on la construisait. Et c'est ce que l'on appelle la méthode du pile-poule, voilà, qui signifie, en fait, c'est le poivre, une sorte de conversation poivrée, puisqu'on s'aiguise mutuellement, c'est un peu rugueux, voilà. On se pose des questions l'un à l'autre pour pouvoir essayer de construire une vérité, mais encore une fois, voilà, un édifice fragile qui se construit à deux. Au-delà de tout ça, c'est pour dire, voilà, arrêtons avec ce dogmatisme, personne ne détient la vérité, mais ensemble, on peut essayer de comprendre un texte biblique plein d'ellipses, de la même manière que le monde réel est plein d'ellipses ou de choses que l'on ne comprend pas, que l'on ne saisit pas, et comment est-ce qu'on fait pour l'interpréter. Merci beaucoup. Fin du premier chapitre avec Gabriel. Qu'est-ce qu'une philosophe? Une philosophe est celle qui va se confronter à la réalité et va lancer des ponts entre les mondes. Voici où nous en sommes, chapitre 2. Chapitre 2, vous observez la réalité, la même que les chefs d'entreprise, et vous vous dites... En réalité, on est en face, non pas d'une crise, de plusieurs crises, pardon, énormes, et on peut les citer, bien sûr, vous dites c'est bien plus grave que cela, nous sommes dans une crise du réel. Tellement, ajoutez-vous, que réel ne suffit plus, il faut que l'on ajoute des petits adjectifs, tellement on parle de différentes choses, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc., etc. Donc, cette réalité, dites-vous, elle est en crise aujourd'hui. Quelle est votre conviction là-dessus ou vos observations ? Disons qu'on pourrait avoir le sentiment que
toute l'histoire de l'humanité est une forme un peu d'éloignement du réel. Alors, si on se replace un peu, en tout cas au début de l'humanité, on a l'être humain qui est un peu comme jeté dans le monde, voilà. Et force est de constater que l'être humain n'a pas vraiment été gâté par la nature. Alors ça, c'est Kant qui dit que l'être humain n'a pas les griffes du lion, les crocs du chien, les ailes des oiseaux. Mais bon, il a une tête. Et puis des mains, mais bon, avec ça, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire? Et donc finalement, toute l'histoire de l'humanité, à travers la construction d'outils, petit à petit, eh bien, est finalement le récit de cette angoisse par rapport à l'inconnu, par rapport au monde dans lequel on a été jeté, le monde qui nous entoure, pour essayer de le comprendre. Alors ces outils vont nous permettre de pouvoir développer nos sens, développer les sciences, et on va développer cette rationalité, très utile encore une fois, pour pouvoir comprendre le monde autour de nous et peut-être rendre l'inconnu un peu moins effrayant. Le problème, c'est qu'effectivement, tous ces outils nous ont un peu éloignés de la réalité. Et non seulement nous éloignés de la réalité, mais en plus nous conduisent à lui faire mal. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais notre rationalité, au fil des siècles, si elle était très utile, encore une fois, s'est vraiment rigidifiée au point qu'elle a transformé notre cerveau en usine de production massive de cases. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. Vous faites ça aussi toute la journée. On range les métiers dans des cases. Alors, il y a les métiers manuels, les métiers intellectuels. On fait ça avec les générations. Il y a les jeunes, et puis il y a ceux que l'on appelle pudiquement et un peu hypocritement, il faut le dire, les seniors. On fait ça avec les secteurs, voilà, les agriculteurs, les start-upers, enfin, les territoires. Il y a le cœur de ville, puis il y a la banlieue, la ruralité. Bon. En fait, on ne se rend pas compte, mais on passe notre temps à ranger tout et tout le monde dans des cases. Et en fait, ce faisant, on crée des frontières absurdes et artificielles entre les mondes, les métiers, les générations, les secteurs, les territoires, qui viennent du coup renforcer les fractures dans notre société. Et finalement, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a une crise de notre rapport à la réalité, parce qu'en fait, nous la mutilons. Nous la découpons en morceaux, nous la maltraitons. Et donc, il est temps d'apprendre à se réconcilier avec elle, plutôt finalement que de prendre la fuite dans des mondes virtuels, métavers et autres, en vue de dessiner une réalité qui sera à notre main, que l'on pourrait totalement maîtriser. Et c'est fou parce que quand on voit le Covid-19 qui finalement nous a tous remis en question, montrant qu'en fait il y a des choses imprévisibles qui demeurent imprévisibles malgré tous les tableurs Excel qu'on peut faire, eh bien en fait on se rend compte que c'est comme si l'être humain n'avait pas vraiment retenu toutes les leçons de cette période-là, ou d'autres d'ailleurs événements imprévisibles, et comme si l'être humain avait sans cesse besoin finalement de créer, en tout cas de reprendre la main sur la réalité pour ne surtout pas lui permettre de s'échapper. Voilà. Donc, la rationalité qui était, dites-vous, un très bel outil au départ, même au milieu du XXe siècle, est devenue même une idéologie. C'est bien cela. Donc, autrement dit, on l'a complètement détourné. On l'a complètement détourné, dénaturé, et finalement, on veut tout maîtriser et on passe à côté de la réalité, complètement. Et vous avez cité le nom tout à l'heure, vous avez dit finalement, lorsque je regarde le monde, c'est bien plus complexe que ce que la rationalité peut me dire. Le découpage rationnel du monde ne correspond pas à ce que j'observe vraiment. Et vous dites, moi j'arrive avec un autre concept, avec une autre méthode, une autre façon de regarder, l'hybridation. De quoi s'agit-il ? Alors, avant de venir à ça, je répondrai à votre question qui n'en était pas une, mais qui était un clin d'œil sur le kilt. En fait, c'est une histoire, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, qui est racontée par Romain Gary dans La Promesse de l'Aube. Alors, comme toutes les histoires, ça commence par « Il était une fois ». Donc, il était une fois un caméléon. Lorsqu'on le posait sur un tissu bleu, le caméléon devenait bleu. Lorsqu'on le posait sur un tissu jaune, le caméléon devenait jaune. Lorsqu'on le posait sur un tissu vert, sans surprise, le caméléon devenait vert. Mais un jour, il advint que l'on posa ce pauvre caméléon sur un plaid écossais. Et le caméléon a éclaté. Alors, si je raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que ce caméléon nous ressemble un petit peu. En effet, on a l'impression que le monde ressemble de plus en plus à un plaid écossais. On pourrait avoir le sentiment que la vie ressemble de plus en plus à un plaid écossais, parce que nous pourrions avoir le sentiment que jamais nous n'avons été emprisonnés dans autant d'injonctions contradictoires. On sort de la crise sanitaire, il y a des guerres de par le monde, crise énergétique, le réchauffement climatique, transition numérique, bref, inflation, déficit public, plein d'injonctions contradictoires.
Et donc effectivement, face à cela, nous avons le sentiment d'être des caméléons qui éclatent. Et donc pour poursuivre le bestiaire, j'ai voulu introduire un autre personnage sur la scène, hein. Pas le caméléon justement qui s'adapte à tout et à n'importe quoi et qui finalement finit par éclater, mais le centaure. Voilà, le centaure qui est un être humain au-dessus de la ceinture et un cheval en dessous de la ceinture, qui est une figure complètement hybride, qui a un pied dans plusieurs mondes, et que j'ai placé au cœur de tous mes travaux de recherche en philosophie sur l'hybridation, puisque c'est bien ça, cette idée d'hybridation, c'est comment est-ce que l'on va créer des ponts entre les mondes, comment est-ce qu'on va permettre une traduction, une forme de métamorphose réciproque entre ces mondes. Non. Allons-y. Chapitre 2, nous abordons la notion du centaure. Centaure, encore une fois, en dessous, l'avez-vous dit, c'est le cheval et au-dessus, c'est l'être humain. Des centaures, vous en rencontrez toute la journée. Ce sont ces inconnus qui éventuellement vous font peur, qui éventuellement éveillent en vous la suspicion. Ce sont des choses que vous ne reconnaissez pas tout de suite parce que inclassables. J'aimerais que l'on aille avec vous, si vous le voulez bien, Gabriel, sur le centaure. Finalement, quand on voit les caractéristiques du centaure, c'est quoi? Allons-y. Oui, alors, j'ai voulu prendre ce vieux mythe de l'Antiquité grecque, parce que finalement, quand on lit les textes qui nous viennent de l'Antiquité sur les centaures, ou quand on voit les peintures ou les sculptures dans les musées, ou même dans la rue, d'ailleurs, il y en a un à Paris, eh bien, en fait, à quelques exceptions près de gentils centaures, eh bien, les centaures sont presque toujours représentés comme des êtres monstrueux, agressifs, maléfiques. Alors là, sur cette couverture, il a un arc avec une flèche, comme si ce centaure nous voulait du mal. Et donc c'est intéressant que les Grecs dans l'Antiquité aient choisi d'incarner cette idée d'hybridité, d'hybridation, dans une figure aussi monstrueuse justement que celle du centaure. Et donc j'ai voulu aller chercher ce mythe et comprendre, mais finalement, pourquoi est-ce que cette idée d'hybridité, d'hybridation est incarnée dans une figure aussi monstrueuse? Voilà. Et c'est le philosophe roumain Mircea Eliade qui disait « Le mythe, c'est une histoire qui nous est racontée pour répondre à une question ou à une angoisse. » Et donc c'est bien ça ce qui a guidé tous mes travaux de recherche, comprendre mais à quelle question et à quelle angoisse le mythe du centaure répond. Alors voilà, peut-être quelques hypothèses. C'est vrai que le centaure, c'est pas un homme, c'est pas un cheval. Il a à la fois pas d'identité, puis il a trop d'identité. Forcément, c'est un peu déstabilisant. En plus, le centaure est le fruit d'un mariage improbable, voire d'un mariage interdit. Donc il y a une forme de transgression dans le centaure, une forme de transgression dans cette idée d'hybridation. Voilà. Et en plus, on revient à la rationalité. Effectivement, le centaure n'entre pas dans nos cases. Mais justement, là où il y a un lien avec vous et avec le monde qui nous entoure, c'est que si l'on regarde bien autour de nous, il y a plein de petits signaux faibles d'hybridation qui se multiplient dans tous les domaines et qui pourraient peut-être être le signe que cette idée d'hybridation serait la grande tendance du monde qui vient. Alors, je donne quelques exemples parce que ça peut paraître très, très abstrait. On voit par exemple déjà à l'échelle des lieux. Donc on voit se démultiplier un peu partout dans tous les territoires des lieux un peu étranges que l'on appelle des tiers-lieux, dans lesquels on va trouver pêle-mêle un incubateur de start-up, une résidence d'artistes, une crèche, une épicerie solidaire. Voilà, tout ça relié dans un même lieu. J'ai d'ailleurs visité récemment une usine qui travaille dans l'alliage de différents métaux et qui est également une galerie d'artistes et qui travaille justement sur cette réflexion d'alliage de métaux avec les artistes. On voit que cette hybridation touche aussi les fonctions au sein des organisations. Depuis la crise sanitaire, jamais les directeurs de l'immobilier n'ont autant travaillé avec des directeurs des ressources humaines autour de la question du bureau de demain. Jamais les directeurs financiers n'ont autant travaillé avec les directeurs de la RSE. Je veux dire, il y a le financier et l'extra-financier. Les secteurs s'entremêlent. On voit par exemple les voitures hybrides, mais vraiment hybrides de demain. Par exemple, on voit des fabricants d'automobiles qui se rapprochent du secteur sanitaire, en se disant que demain, la voiture sera une cabine médicale à même de nous donner des informations sur notre état de santé. Donc on voit ces entremêlements de secteurs, de fonctions, de métiers, des chefs cuisiniers qui développent leur propre potager, voilà. D'écoles, écoles d'ingénieurs qui tendent la main à des écoles d'art, de beaux-arts, voilà. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, une grande tendance qui est en train de se dessiner. Et donc, c'est tout le fruit de mes travaux, de se dire de quoi est-elle le nom, qu'est-ce qu'elle permet de réaliser,
éventuellement est-ce qu'elle a des limites ou pas, et quelles sont ses implications pour pouvoir penser ou repenser des secteurs ou des pans entiers, par exemple, de l'innovation ou autre. Et nous arrivons ainsi au chapitre 3. Ce que vous venez de dire, c'est finalement, on observe dans le monde, encore une fois, des phénomènes d'hybridation de plus en plus nombreux. Mais on peut également les provoquer. Et là, vous dites, mais surtout provoquez-les, parce que c'est ainsi que l'on crée non pas seulement du neuf, mais l'on crée vraiment de l'utile. Et on va véritablement à ce moment-là vers quelque chose de nouveau. J'aimerais qu'on s'attarde là-dessus. Vous démarrez en disant, finalement, aujourd'hui ou demain, la personne qui sera la plus importante dans une entreprise, c'est le directeur ou la directrice des partenariats. Allons-y. Pourquoi ? Oui, parce que cela a été dit par un certain nombre de personnes ici avant moi. Effectivement, tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, il y a vraiment cette notion de collectif à venir provoquer. Mais en plus, dans des mariages un peu improbables. Je vous donne un exemple très concret. Au plus fort de la crise énergétique, il y a 1 an et demi, on a un certain nombre d'acteurs qui n'ont rien à voir ensemble, qui n'auraient jamais dû faire des choses ensemble. On a des directeurs d'hôtels, des directeurs de restaurants, et des cantines collectives d'établissements publics. Donc on a du public, du privé et du privé très concurrentiel dans un même territoire, qui ont décidé de s'associer pour pouvoir mutualiser leurs biodéchets pour faire de la méthanisation et produire ensemble de l'énergie. Voilà. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, cette notion de concurrence peut être dépassée sur certains éléments, notamment pour pouvoir créer en tout cas une valeur, en tout cas créer de l'énergie. Et donc là, on voit que dans ce mariage un peu improbable, finalement, ça a permis de sauver effectivement ces différents acteurs. De la même manière, un autre exemple, c'est un artiste plasticien, Jérémy Gobet, dont le matériau de prédilection est la dentelle. Et alors c'est très intéressant parce qu'il a mis au point un point de dentelle avec des ingénieurs et des chercheurs. Et lorsque ce point de dentelle est fixé autour du corail, eh bien ça permet au corail de se régénérer. Et donc c'est génial parce que quand on pense aux solutions écologiques de demain, alors on se tourne vers les ingénieurs et les chercheurs, mais finalement c'est intéressant de voir que là l'idée est venue de la part d'un artiste à partir du moment où justement il a su s'hybrider justement avec d'autres. Et je pense que tous ces différents exemples montre que demain, je suis convaincue qu'on évaluera une entreprise, une association, une collectivité, n'importe quel acteur d'un territoire, une maison de retraite, une école, une usine, que sais-je, justement selon cette capacité à hybrider, à s'hybrider, à venir créer des ponts justement entre les mondes et avec d'autres acteurs du territoire. Et donc d'où effectivement ce poste stratégique, si j'ose dire, du directeur des partenariats, pour pouvoir être justement en veille permanente de manière à pouvoir provoquer ces partenariats, provoquer ces mariages improbables qui viendront effectivement apporter des solutions à la fois écologiques mais également en termes de ressources humaines et autres. C'est une personne, dites-moi, qui devra être complètement libre dans sa tête, affranchie de l'ensemble des idées reçues qui peuvent nous accabler ou nous retenir, nous empêcher de bouger, voir vraiment le monde autrement ou penser l'impensable. C'est votre expression. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que le centaure a quelque chose d'éminemment transgressif, mais c'est un esprit de transgression, mais que l'on peut assumer puisque c'est une transgression généreuse, et il s'agit bien justement là de pouvoir mettre en œuvre cette transgression. Et encore plus dans un monde où justement, et on revient avec cette question, peut-on avoir confiance dans l'inconnu? Parce que l'inconnu, ça vient aussi interroger nos savoirs. Et finalement, avec ChatGPT, l'intelligence artificielle générative, on peut se poser la question, mais demain, qu'est-ce qu'il va falloir que l'on apprenne ou que l'on enseigne aux enfants à l'école? Bon, je pense que Marignan 1515, on connaît tous par cœur cette date. Voilà. Alors, on connaît cette date par cœur grâce à l'élément mnémotechnique de 1515, mais sinon, on a appris ça, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait pas grand-chose. Et finalement, interroger le sens de nos savoirs, voilà, plutôt que d'avoir des perroquets ou des singes savants à l'école, eh bien finalement peut-être quel est le sens des savoirs. Et ça c'est un exemple que je trouve intéressant. On fait faire depuis des décennies des dictées aux enfants pour leur apprendre la grammaire et l'orthographe. Très bien, puis à la fin de l'année, ces dictées finissent à la poubelle, alors qu'on pourrait très bien leur apprendre la grammaire et l'orthographe en leur proposant d'écrire des lettres pour les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite en face de l'école. Et là, ça leur permettrait de comprendre que la grammaire, l'orthographe, ça n'a pas de valeur en soi, mais ça commence à avoir de la valeur et du sens quand on comprend qu'il faut bien écrire pour être bien lu et bien compris. Voilà. C'est ça, cette idée d'hybridation. Ouais, merci beaucoup.
Le chapitre le plus important, c'est maintenant. Ce sont les applications pratiques. C'est ce que dans votre livre, vous décomposez sur la fin du livre, mais dernier tiers, très important, où vous dites, non mais on peut appliquer l'hybridation sur la gouvernance, on peut l'appliquer sur le travail, il faut vraiment repenser notre relation au travail, et également sur les tiers-lieux. Si vous voulez bien, on va examiner les 3 points l'un après l'autre. Tout d'abord, la gouvernance. Vous dites, et là vous avez été en région, vous avez été dans les territoires, et vous dites l'ennui, finalement, il démarre toujours au moment où une institution prisonnière de filets juridiques a comme ambition de pouvoir se rapprocher éventuellement du privé d'ailleurs, mais c'est impossible précisément parce que les raies juridiques qui la retiennent l'empêchent d'avancer vers une hybridation possible. Et vous dites, ça doit changer. Qu'est-ce que vous entendez par gouvernance? Oui, alors parce que je vais peut-être donner un exemple par rapport à ce que pour oui. L'aspect juridique, comme ça tout le monde comprendra bien, et puis après on peut effectivement être sur la question de la gouvernance. Et comme ça, on verra tout de suite l'implication concrète de l'hybridation en matière de gouvernance, notamment gouvernance publique. C'est que, par exemple, il y a un outil très intéressant qui existe depuis 2015, ce qu'on appelle les contrats de réciprocité, et qui peuvent permettre, en fait, justement, entre 2 collectivités, de pouvoir s'échanger des choses. Alors, ça a été pensé entre le rural et l'urbain, justement, parce que l'urbain a des atouts, le rural a des atouts, pas les mêmes. Donc, comment est-ce que l'on peut, en échange de bons procédés, en réciprocité, s'apporter mutuellement des choses? Mais on pourrait très bien le penser entre 2 collectivités rurales ou 2 collectivités urbaines, ou entre 2 entreprises ou 2 associations, ou une entreprise, une association, etc. En gros, voilà, tu as ça comme atout, et hop, moi je peux te passer ça en échange. Et notamment, dans le sud, il y a une collectivité, donc une métropole, qui avait besoin, qui souhaitait proposer des produits bio dans ses cantines. Bon, clairement, elle n'a pas des terres agricoles, et donc une collectivité située dans une zone rurale, eh bien, lui permet de pouvoir, en tout cas, j'ai perdu mes termes, en tout cas, lui donne ses produits agricoles, en échange de quoi? Eh bien, il y a de l'accompagnement, notamment en ressources humaines, puisque cette collectivité métropolitaine a plus de ressources humaines que la petite collectivité rurale. Et donc, en échange de bons procédés, cette réciprocité se construit. Je trouve que c'est dommage, justement, que ces contrats de réciprocité ne soient pas davantage utilisés par la puissance publique, puisque ça permettrait, à mon sens, de pouvoir, effectivement, imaginer des hybridations fécondes. Si l'on arrive plus précisément maintenant sur la question de la gouvernance, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la gouvernance partagée devient de plus en plus un incontournable. De plus en plus, les clients, les usagers, les bénéficiaires, les consommateurs veulent être associés au processus de fabrication, de décision. Les salariés, de plus en plus, veulent aussi être partie prenante. On voit bien avec la crise écologique que toute la chaîne de valeur, les fournisseurs, les prestataires vont eux aussi devoir être de plus en plus autour de la table, finalement, si l'on veut pouvoir en tout cas affronter la transition écologique, écologique, énergétique d'ailleurs aussi, ensemble. Donc il va falloir finalement mettre tous ces acteurs autour de la table. Sauf que quand on dit gouvernance partagée, c'est vrai que ça fait un peu usine à gaz. Bon, alors c'est bien la diversité autour de la table, mais la diversité pour la diversité, c'est absurde. Et puis finalement, cette diversité, si chacun se transforme en petit porte-parole de son petit intérêt particulier, c'est pas très intéressant. Donc la question justement, c'est comment former à une gouvernance partagée. Donc c'est la question même des administrateurs. Comment est-ce que l'on repense la formation au sein des conseils d'administration, au sein même des comités exécutifs, des différentes fonctions et même des différentes entités et parties prenantes autour de la table, justement pour que chacun puisse finalement sortir de son petit intérêt particulier et en tout cas être à même de construire l'intérêt collectif ou en tout cas l'intérêt général ou à défaut l'intérêt collectif. Et vous avez vu sur le terrain des modifications déjà, des hybridations heureuses sur la gouvernance ? Oui, il y a effectivement des choses intéressantes qui sont en train de se construire. Alors évidemment, d'abord en associant davantage les salariés, mais aussi davantage les usagers, les bénéficiaires qui peuvent être force de proposition, notamment par exemple pour pouvoir imaginer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux usages. Et donc c'est intéressant de voir que toute cette force-là, le client qui a à la fois un pied dedans, un pied dehors, alors, la figure du sociétaire par exemple dans certaines entités juridiques, par exemple dans le monde mutualiste, mais on pourrait très bien imaginer que sans
sans être mutualiste, il pourrait y avoir effectivement d'autres manières d'impliquer le client, le consommateur, l'usager, le bénéficiaire, peu importe comment on l'appelle, dans le processus de décision. D'ailleurs, on le voit même à l'échelle de la vie publique. Le citoyen veut être de plus en plus impliqué dans les processus de décision. Voilà, donc quelle place est-ce qu'on peut lui faire? Encore une fois, sachant que si c'est pour être, si pour que son intervention se résume à son petit intérêt particulier, c'est pas intéressant. Voilà, donc il y a un véritable enjeu de formation. N'êtes-vous pas finalement l'évangélisatrice d'un mouvement qui existe? Je m'explique. Par exemple, dans l'entreprise à mission, vous avez des gouvernances nouvelles qui doivent s'installer, qui sont complètement différentes de celles précédemment sur uniquement l'aspect financier des choses. Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous ces petits signaux faibles partout, dans plein de domaines différents. La gouvernance, la manière dont on pense les lieux, la manière dont on pense l'innovation, enfin, dans plein de domaines différents, on voit ces signaux faibles d'hybridation qui sont à l'œuvre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre un coup de projecteur sur cette tendance-là, montrer que finalement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, comment est-ce que l'on est prêt à l'accueillir? Voilà, c'est ça, cette question. L'inconnu, déjà. Voilà, l'inconnu. Et d'autre part, comment on est prêt peut-être, non, je ne vais pas dire à aller plus loin, c'est absurde, en revanche, de poursuivre le mouvement chaque fois que celui-ci semble répondre à un véritable besoin, une véritable nécessité? Oui, c'est exactement ça. Comment est-ce que l'on va plus loin, sachant que cette question d'hybridation, elle est protéiforme. Il ne s'agit pas juste d'hybrider un produit, un service. Voilà, c'est comment est-ce que je repense l'organisationnel, comment est-ce que je repense le juridique, le contractuel, la relation avec mon territoire. C'est quoi une entreprise qui est ancrée dans son territoire? Comment est-ce qu'elle s'hybride avec le reste des parties prenantes au sein du territoire? Une entreprise ne peut pas faire tous les métiers du monde, mais elle peut faire tous les mariages improbables du monde, des contrats de réciprocité à imaginer. Là aussi, il y a des choses à faire. Deuxième point, deuxième grand thème, vous dites qu'il faut repenser peut-être exactement aussi la relation que nous avons au travail. Et là, vous avez été observé sur le terrain, les ESAT, donc ces entreprises qui travaillent avec du personnel handicapé, personnes en situation de handicap, et vous en avez tiré un certain nombre de leçons intéressantes. Oui, parce qu'on se pose tous des questions sur le monde du travail de demain, et il m'a semblé que, pour prendre peut-être le contre-pied et peut-être aller regarder là où on n'a peut-être pas forcément l'idée d'aller regarder, je me suis intéressée à ce que l'on appelle le milieu protégé. Parce qu'on entend beaucoup le fait qu'il faudrait que le milieu protégé se rapproche du milieu ordinaire. Ce que l'on appelle protégé ou ce que l'on appelle ordinaire, si tant est que ces mots aient un sens. Et je me suis dit finalement, et si l'inverse n'était pas intéressant aussi? Et si le milieu ordinaire s'inspirait ou regardait ce qui se passait dans le milieu protégé, peut-être pour pouvoir aller voir d'autres manières de faire, notre manière de penser le management, notre manière de penser l'organisation du travail. Et effectivement, j'ai fait un tour de France d'un certain nombre d'ESAT, donc des établissements et services d'aide par le travail, donc qui font travailler des personnes en situation de handicap. Et dans les ESAT que j'ai pu observer, visiter, j'ai mené un certain nombre d'entretiens avec des travailleurs en situation de handicap. Et j'ai effectivement appris beaucoup de choses à leur côté. C'est là où finalement on peut passer des heures et des heures à réfléchir à la question du temps en tant que philosophe. Mais en fait, j'ai jamais autant réfléchi à la question du temps que lorsque j'ai effectivement rencontré une ouvrière en situation de handicap mental qui m'a dit, qui travaille dans une usine, et qui m'a dit moi je suis très lente. Oui, je suis très lente, j'ai un handicap, je suis très lente. Sauf que j'aime beaucoup mon travail, on m'a jamais appris à bâcler mon travail, et donc à la fin de la journée, on n'a pas besoin de repasser derrière moi parce que mon travail est bien fait. Et donc elle revendiquait une sorte de droit à la lenteur. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, finalement, ce droit à la lenteur, c'est pas possible dans le monde normal. Enfin, dans le monde impératif économique, performance, productivité, ce droit à la lenteur, c'est pas possible. Sauf que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que, dans certains cas, on refuse d'accorder du temps à ce qui mériterait de l'être, c'est-à-dire juste réaliser correctement son travail? Et pourquoi est-ce qu'on est prêt à accepter de perdre du temps d'une manière complètement absurde, dans de la réunionnite aiguë, dans des process administratifs, mais parfois complètement absurdes? Et finalement, je me suis dit que le choix d'allocation de nos ressources temporelles, autrement dit, à quoi est-ce qu'une entreprise décide d'accorder du temps ou impose à ses salariés d'accorder du temps ou passe son temps, en fait, dit beaucoup finalement de la valeur que l'on accorde aux choses ou pas. Et même d'ailleurs à l'échelle individuelle, à quoi est-ce que l'on décide d'accorder du temps? Voilà. Et ça dit beaucoup finalement, je pense, de notre hiérarchie des valeurs. Donc cette question du choix d'allocation de nos ressources temporelles à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une société, je pense que c'est vraiment intéressant. Et cette question du droit à la lenteur, finalement, elle disait juste, mais moi, ça me permet de
avoir le temps de bien faire mon travail, ça me permet de pouvoir être épanouie à la fin de ma journée parce que j'ai le sentiment d'avoir pu bien faire les choses. Le client est content parce que la chose est bien faite. Et finalement, pourquoi est-ce que c'est complètement absurde de vouloir bâcler les choses et aller tellement vite au prix justement de choses mal faites, de clients pas contents, de burn-out des salariés, etc., etc. Donc cette question du temps, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis il y a une autre chose peut-être sur le management qui m'a beaucoup interpellée, et je terminerai avec ça. Je me suis entretenue avec beaucoup de moniteurs d'ateliers qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Et en fait, ils m'ont dit, vous savez, nous, toute la journée, dans nos équipes, en fait, on a des personnes qui ont des handicaps qui sont extrêmement différents et qui ont parfois beaucoup de mal à s'exprimer et à exprimer en tout cas, la manière dont ils se sentent. Voilà. Et donc, du coup, finalement, ils doivent être extrêmement attentifs à chaque chose, alors aux traits du visage, aux yeux, les sourcils qui se froncent ou pas, les mains qui tremblent ou pas. Et donc, ils ont développé une forme d'art du regard. Et dans tous les verbatims des entretiens, il y a vraiment ce champ lexical du regard qui apparaît toujours. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que il y a des théories en management, il y a des grands coachs en management, des livres qui ont été écrits en management. Finalement, en fait, le management, est-ce que c'est pas juste, ou le leadership d'ailleurs aussi, est-ce que c'est pas juste cet art du regard, apprendre à regarder l'autre et je terminerai peut-être juste avec une chose d'un grand intellectuel qui m'a beaucoup inspiré dans mes travaux de recherche, qui s'appelle Elias Canetti. Alors, je vous invite à lire Elias Canetti parce que malheureusement, il est trop peu connu, alors que c'est l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle. D'ailleurs, il était prix Nobel de littérature, un être complètement hybride lui aussi. Et en fait, il a une phrase extraordinaire, il dit « Selon les images qui vous composent, votre existence prendra un tour tout différent. » Voilà. Selon les images qui vous composent, votre existence prendra un tour tout différent. Autrement dit, dis-moi ce que tu regardes, et je te dirai qui tu vas devenir. Voilà. Dis-moi qui tu regardes, je te dirai qui tu vas devenir. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que cet art du regard, c'est aussi un art d'être et un art du devenir. Et donc, quand on pense à l'inconnu, ça peut être utile. Mesdames et messieurs, pour celles et ceux qui... Ce que vient de dire Gabriel doit faire écho dans plusieurs esprits et plusieurs cœurs. Celles et ceux qui ont déjà écouté hier soir Pauline Ponce, dans le témoignage qu'elle donnait, dans la lecture d'une lettre qu'elle donnait, pour les autres, je vous résume très vite, il s'agissait d'une lettre adressée en 1901, au départ d'une visite réalisée de façon tout à fait inattendue, non pas dans un musée, mais dans une petite maison où il était possible d'aller voir des tableaux. Et la personne qui écrivait la lettre disait ceci: « J'ai vécu une expérience, c'est une vertu tout à fait étonnante. En regardant ces tableaux-là, la profondeur des couleurs, le jaune qui tend vers l'orange, le vert qui tend vers le turquoise, le bleu qui est extrêmement profond. C'est exactement ce que vous dites aujourd'hui. La capacité que j'ai à me laisser emporter par mon regard vers l'autre, c'est ça aussi qui, à un moment donné, viendra me définir. » Les tableaux étaient ceux de Van Gogh. Lien encore dans ce que vous venez de dire avec ce qu'a dit Nicolas Duep il y a quelques instants. Il a insisté énormément sur la qualité du temps, que l'on s'accorde à soi, que l'on travaille sur le long terme, rien que dans sa vie. Où attribuons-nous du temps ? À quoi attribuons-nous du temps ? Cela revient encore sous votre voix. Merci beaucoup de le souligner également. Le temps. Le temps, donc, serait le lien entre la qualité et le sens que je peux donner dans mes actions ? Oui. Si j'y consacre un temps, je ne vais pas dire indéfini, mais le temps nécessaire pour pouvoir obtenir de la qualité, cela prend du sens et cela me réjouit.
Oui, et effectivement, ça requiert du temps. On ne peut pas s'hybrider comme ça, c'est pas comme une connexion ou un clic, voilà, ça marche pas comme ça. Effectivement, encore une fois, l'hybridation, c'est une métamorphose réciproque, et ça prend du temps. La meilleure métamorphose réciproque, c'est quand même en amour, ce qui se passe ou ce qui devrait se passer. Chacun des deux parties, c'est pour ça que j'aime bien cette figure du centaure. Chacune des deux parties, enfin, pour faire un centaure, il ne faut pas juste mettre un homme sur un cheval, il faut bien que chacune des deux parties, humaine, cheval, se métamorphose au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'est le centaure. Et en amour, c'est ce qui se passe ou ce qui devrait se passer. Chacune des deux parties se métamorphose au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'est le centaure, qu'est le couple. Et dans les hybridations que je vous ai citées, cet artiste plasticien qui s'hybride avec des chercheurs, avec des ingénieurs, ces écoles d'ingénieurs qui font un pas de côté vers des écoles d'art. Alors, il n'y a pas encore un partenariat entre l'école normale supérieure et les compagnons du devoir, mais j'espère qu'un jour ils y penseront. Mais en tout cas, dans toutes ces hybridations, il y a cette idée de métamorphose réciproque, et c'est là où la langue française est terrible, parce que quand on dit autrui ou altérité, c'est très positif. Mais le verbe altérer ou s'altérer, c'est très négatif, alors que c'est bien cette idée-là, c'est s'altérer au contact de l'autre, c'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'aller chercher dans l'autre une promesse d'enrichissement, de renouvellement, en tout cas peut-être même voir dans l'autre quelque chose qui pourrait relever du salut, entre guillemets. Dernier point, dernier thème, il s'agit des tiers-lieux, ce que l'on appelle les tiers-lieux. Là encore, vous dites, c'est bien, c'est une capacité d'hybridation, un domaine d'hybridation intense qu'il va falloir cultiver. Oui, je pense que, enfin, on ignore, en tout cas, on ne se rend pas compte de la puissance des lieux, en tout cas l'influence qu'ils peuvent avoir dans notre vie, y compris dans notre vie professionnelle. On ne pense pas de la même manière quand on pense dans une salle ronde, carrée, à tel étage ou à tel autre. Moi, il y a une question que je me pose toujours, c'est quand je sors d'une réunion, me dire finalement, si cette réunion avait eu lieu à un autre étage, dans une autre salle, est-ce que la négociation ou la conclusion aurait été la même ou pas? Et je pense que les lieux ne sont pas des simples décors de théâtre, même si beaucoup de metteurs en scène cherchent d'ailleurs à les supprimer. Je pense qu'ils jouent vraiment un rôle. Et donc, quand on est un chef d'entreprise, ou même, par exemple, un directeur des ressources humaines, ou même, par exemple, quand on a un magasin, comment est-ce que l'on fait de ce magasin, de ce bureau, de tous ces lieux, des lieux qui vont permettre de pouvoir, en tout cas, qui vont jouer un rôle dans la capacité des gens à se rencontrer ou pas. Quand on est, en tout cas, décideur public, comment est-ce qu'on pense l'espace public pour qu'il puisse être un lieu où on ne fait pas seulement se croiser, mais où il peut éventuellement y avoir de vraies rencontres. Donc c'est cette question-là, en fait, du lieu, et comment est-ce que l'on peut le repenser, encore une fois, en arrêtant de ranger les gens dans des cases. Et alors là, je vais donner un exemple très concret, c'est les maisons de retraite. Là, c'est vraiment, on met toutes les personnes âgées ensemble, on les range dans une case ensemble, et donc finalement, si vous n'avez pas votre grand-mère qui est dans la maison de retraite à côté de chez vous, vous allez passer sans cesse devant cette maison de retraite et vous n'allez jamais vous y arrêter. Malheureusement, les maisons de retraite sont trop souvent pensées comme des îlots isolés au milieu de l'océan, et finalement, ce sont des lieux qui sont comme hors du monde. Donc la question, c'est comment est-ce que l'on hybride les maisons de retraite? Comment est-ce qu'on va mettre un théâtre, une salle de sport, une exposition d'artistes, voilà, pour que ça devienne un lieu de vie. Comment est-ce que les écoles vont elles aussi s'hybrider, encore une fois, entre l'école, la maison de retraite, l'hôpital, et voilà. Il y a tous ces lieux qui finalement ont trop souvent été pensés comme des îlots isolés au milieu des océans, qu'il va falloir complètement repenser. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les bureaux aussi, avec le télétravail qui s'est généralisé. Comment redonner du sens aux bureaux? C'est cette question-là aussi. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de bien vouloir applaudir Gabrielle Alperne. Merci. Oui, je vous en prie. Je vous en prie, Gabrielle, je vous en prie. Et je voulais juste peut-être en conclusion, peut-être en pied de nez par rapport à cette question, peut-on avoir confiance dans l'inconnu? En fait, je pense qu'on devrait plutôt se méfier de ce que l'on connaît. Voilà. L'ennemi est toujours à l'intérieur, on a trop de biais, on est trop souvent sûr de soi, sûr de son savoir, et je pense qu'au contraire, c'est l'inconnu nous sauvera par rapport à ce que l'on connaît, et l'inconnu sauvera le connu. Et je pense que ça, c'est important de s'en souvenir. Voilà. Merci beaucoup, Gabrielle.